Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Nous serons ce soir en présence du député Brahim Boubacar. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Nous parlerons à 19 h 30 des changements qui se déroulent du côté du lycée de Coconi. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. 2 ministres pour très peu d'annonces, visite ministérielle, grosse déception ou encore une journée de ministres, 3 médailles et ciao. Les journaux sont unanimes ce matin, la visite de Georges Paul-Langevin et Bernard Cazeneuve qualifiée de décevante. Les réactions n'ont pas tardé du côté des élus, on fait le point. Dernier jour de procès pour l'affaire Ali Amidouni Charifoudine, ce jeune adolescent battu puis poignardé au sein du lycée Younous Bamana. Un procès à huis clos, la famille était venue pour écouter le verdict. Un moment douloureux pour les familles, les proches des accusés étaient également sur place. Et puis qu'est-ce que le dialogue social? Voilà une question à laquelle syndicalistes et patrons vont tenter de répondre 2 jours durant. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'à Mayotte on sait commencer une grève mais on ne sait pas l'arrêter. Le séminaire à l'initiative de la DIECT pourrait changer bien des choses. Et je vous le disais en titre, au lendemain de la visite de la ministre des Outre-mer accompagnée du ministre de l'Intérieur, le soufflet est retombé. Après l'euphorie, place aux interrogations. Décidément, cette journée marathon n'aura pas convaincu. Cela n'arrive pas tous les jours, mais ce matin, tous les journaux locaux sont d'accord sur un point. Cette visite ministérielle aura été bien décevante. Pourtant, il s'agissait d'une première historique à Mayotte. 2 ministres, dont un de l'Intérieur en exercice, ont passé une journée sur le territoire. Les élus ne s'étaient pas déplacés en masse hier. Pourtant, certains déplorent que le représentant des Mahorais, le président du Conseil général, n'ait pas été plus impliqué au cours de cette journée. Bizarrement, dans ce cortège ministériel ici, ils n'ont pas croisé le président du Conseil général. Aucune fois. Si, à l'arrivée, il était arrivé. Oui, à l'aéroport sur le tarmac. Oui. Je pensais que c'est là-bas où ces choses-là soit de se discuter, se préciser. Un peu de mépris. Je pense, Dani, au-delà de sa personne, de son positionnement politique, c'est d'abord le représentant de l'Assemblée des Mahorais. C'est le patron de l'île. Et ça, en tant qu'élu de l'Assemblée, j'étais assez marqué. Oui, un enjeu où le contre-projet. C'est le département et l'État. Minimum de courtoisie, c'est de croiser le premier représentant des élus mahorais ici. Autre surprise, ce chiffre, 19. Selon le ministre de l'Intérieur, on note 19% de cambriolage en moins depuis le début de l'année 2014. Quand j'entends, et ça me fait encore mal dans la tête, ça résonne encore que la délinquance a baissé de 20%, je me demande où il trouve ces chiffres. Il a dit ce chiffre-là en présence du préfet, en présence du procureur de la République, en présence de, allez, ma petite personne, avocat, puisque je me rends compte tous les jours, puisque c'est des choses que je vois au tribunal, que la délinquance n'est pas prête de diminuer à Mayotte. Elle n'a pas diminué de 19% selon vous? Ah non, au contraire, je dirais il faut mettre un plus et non un moins. Pas d'annonce et une visite éclair qui laisse un goût amer. Mais comment les 2 ministres auraient-ils pu griller la politesse au président de la République en annonçant de grandes mesures? C'est en tout cas ce qu'espèrent les Mahorais. François Hollande est attendu fin juillet afin peut-être de rectifier le tir. Et durant cette visite, les femmes leaders avaient préparé 2 dossiers pour Bernard Cazeneuve et Georges Paul-Langevin. Regardez plutôt ces images. C'est durant la visite qui s'est déroulée à la mairie de Mamoudzou que tout cela s'est produit. Nous allons les voir dans quelques instants. Voilà le maire de Mamoudzou, Majani Mohamed, qui accueille donc les ministres. Et puis, durant une poignée de main, eh bien, tout simplement, Fawzia Cordy en a profité, regardez, pour s'incruster. Et puis, le préfet, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui est plutôt, on va dire, soucieux. Fawzia Cordy qui en a profité donc pour remettre ces dossiers qui concernaient notamment les zones de pas géométriques. Le second dossier concernait l'insécurité à Mayotte. Et puis, le mot du jour du côté des élus est déception. Mais vous, qu'en avez-vous pensé de cette visite et surtout de nos ministres? Nous sommes partis vous poser la question. Ils sont venus ici pour voir au moins ce qui se passe ici à Mayotte et puis ils peuvent constater effectivement les problèmes qu'il y a ici et puis comment les gens vivent ici à Mayotte. Apparemment, ils se déplacent à la gendarmerie
commissariat, voir un peu comment ça roule. Et ça serait bien aussi déplacer, voir les bidonvilles, comment les gens vivent là-bas et les chemins, comment ils sont. Mana kila mwahade halo kila jawe karongwa mpaka tofanya be kila jawe ngwa tofanya baba wasido wasi hukentire mgoje amana ajar fanyi. Pour moi il y a des gens qui ont dit que il y a rien qui on l'a eu, mais puisqu'il est venu sur le terrain, pour moi c'est quelque chose. Je ne pense pas du tout qu'ils amélioreront les choses d'ici peu. On verra bien ce que ça va donner. Je me tourne vers vous maintenant, Ibrahim Boubacar. Est-ce qu'on en demandait trop à nos ministres? Ce que je peux dire ce soir d'abord, c'est que tout ce que j'entends depuis le référendum de la départementalisation en 2009, c'est que les gens n'ont pas de visibilité sur la construction, la mise en œuvre de la départementalisation. C'est la revendication que tout le monde me dit, le monde économique, le monde social. Il n'est que de voir les revendications sociales et les grèves à répétition qui ont lieu dans ce territoire depuis la départementalisation. Les élus, notamment les maires, soucieux de la manière dont les communes vont être renforcées dans le cadre de cette départementalisation. La première grande annonce que le ministre de l'Outre-mer a dit pendant son déplacement, c'est la mise en chantier du document stratégique Mayotte 2025 destiné à combler les lacunes et les vides de ce processus de départementalisation et remettre dans de bons rails la construction de la départementalisation de Mayotte. À elle seule, cette annonce couvre l'ensemble des préoccupations de la population de Mayotte. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler. Et on verra bien dans cet appel à travailler les bonnes volontés qui vont se retrousser les manches pour que d'ici la venue de François Hollande, mais dans les mois qui viennent, puisqu'un calendrier également a été donné, on puisse effectivement dire concrètement comment on aligne le droit commun sur le territoire, comment on aborde l'agenda social, comment on organise la convergence sociale, comment les politiques prioritaires, notamment l'éducation et le logement, on les met en œuvre, de manière à ce qu'il y ait un consensus entre l'ensemble des pouvoirs publics, État, collectivités locaux, se dégage pour travailler. Et ensuite, la ministre a rencontré le monde économique dans le cadre de l'adaptation outre-mer, notamment à Mayotte, du pacte de responsabilité. Et là encore, il y a des décisions fortes qui sont annoncées, notamment le fait que ce pacte de responsabilité et ce crédit impôt compétitivité sera porté à 9% outre-mer. Et là aussi, inviter les chefs d'entreprise à mieux formuler leurs préoccupations dans le cadre de cette mise en œuvre de ce pacte de responsabilité. Alors il y a l'aspect ou les responsabilités du ministre de l'Intérieur sur les questions de sécurité et sur les questions d'immigration. Je n'ignore pas qu'un certain nombre de personnes sur le territoire pensent que c'est l'outil Z, zone de sécurité prioritaire, qui serait l'alpha ou l'oméga pour lutter contre l'insécurité. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est une mobilisation générale annoncée par le ministre et une nouvelle manière de travailler. Qui était déjà mise en place, on le rappelle, depuis quelques mois déjà, entre les forces de gendarmerie et les forces de police. Parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est Manuel Valls qui avait déjà annoncé qu'il allait venir. Et qu'effectivement, le prédécesseur de M. Bernard Cazeneuve, qui n'est autre que l'actuel Premier ministre Manuel Valls, avait déjà lancé l'organisation, la réorganisation du travail sur le terrain pour combattre à la fois l'insécurité et l'immigration clandestine. Et le ministre de l'Intérieur, effectivement, n'a fait que décliner effectivement ce travail qui a été engagé par son prédécesseur, et dans l'objectif, c'est dans le cadre du nouveau CESEDA qui a été étendu à Mayotte en accord avec nos engagements européens, effectivement d'obtenir des résultats. Parce que ce que la population demande, c'est effectivement des résultats concrets contre l'immigration clandestine et dans la lutte contre l'insécurité. Alors je ne vais pas polémiquer sur les chiffres qui ont été annoncés hier. On se demande d'ailleurs d'où viennent ces chiffres. Les statistiques sont têtues. Bien. D'où viennent ces chiffres? Les statistiques sont têtues. Aujourd'hui, on a une nouvelle manière de combattre et une nouvelle réorganisation de l'État dans l'action en mer, dans l'action au sol, dans la mutualisation des moyens et dans l'appel lancé de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales à travers des contrats locaux de sécurité dans les communes. Mettons en œuvre, inscrivons-nous dans cette nouvelle démarche, et les résultats concrets, on les verra naturellement dans quelques mois, parce que ce sont des matières sur lesquelles les résultats sont des résultats
à moyen terme. Alors donc, on va pas revenir sur cette polémique de chiffres, on ne sait pas d'où ils viennent, ils nous ont été annoncés, il n'y a pas eu de grandes annonces du ministre de l'Intérieur, pourtant Dieu sait qu'il était entendu. Je vais reposer ma question, je suis vraiment désolée, est-ce qu'on en attendait trop de nos ministres? Chacun attend du gouvernement et du pouvoir public ce qui le préoccupe. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la population est préoccupée par les questions d'insécurité, qu'effectivement les questions migratoires sont aujourd'hui une donnée qui perturbe beaucoup l'ensemble de nos services publics, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient de santé, qu'ils soient de logement. C'est normal que cela soit une préoccupation de la population. Maintenant, ceux qui sont en responsabilité ont pour devoir d'apporter des réponses à cela. Alors, est-ce qu'on attendait que le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Outre-mer disent la totalité des annonces? Non, ils sont dans le cadre d'une visite préparatoire et d'une visite de mobilisation dans le cadre de la visite du chef de l'État. Et je pense que la visite du chef de l'État sera quand même le sommet à attendre en termes d'action gouvernementale et de perspective de l'action de l'État dans notre département. Mais ce que je veux dire, c'est que la visite de nos deux ministres, notamment celui du ministre de l'Intérieur sur notre territoire, marque au moins la volonté de l'État de prendre en compte les préoccupations de la population de Mayotte. Alors il y a donc ce chantier qui a été lancé par Georges Pollangevin, rapidement parce que ce sera notre dernière question. Est-ce qu'on sera prêt à présenter un document qui tient la route au président de la République? Non, parce que le calendrier n'est pas celui-là, puisque il a été lancé au Conseil des ministres le 8 janvier dernier. Il a été accepté au Conseil des ministres le 8 janvier dernier. Il y a eu entre-temps les élections municipales européennes, donc c'était un temps mort. Aujourd'hui, il est mis en chantier. Eh bien, la vitesse de travail et la vitesse d'élaboration du document sera celui sur lequel nous serons en capacité, les uns et les autres, effectivement, de travailler en commun et de dégager un consensus, au moins sur les grandes préoccupations de la population. L'objectif, effectivement, de pouvoir le terminer à la fin de l'année, et il ne sera pas inutile, en effet, que au moment du passage du président de la République, il y ait une accélération sur nos grands enjeux. Il y aura donc des annonces de fait pendant cette visite? Une accélération sur nos grands enjeux. Pensez-vous qu'il y aurait des annonces qui pourraient être faites pendant cette visite? Un chef de l'État ne se déplace pas dans un territoire sans venir dire ce qu'il a à dire à ses concitoyens. C'est le premier, c'est le responsable de notre pays, et bien entendu, c'est à lui qu'il revient en premier d'éclairer le chemin de la construction de Mayotte dans la France, et il ne faillira pas à ses devoirs. Mais nous avons également, nous, les élus locaux, effectivement, à apporter notre contribution dans le travail, dans l'élaboration de solutions, dans les partenariats, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de se plaindre. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir répondu à toutes nos questions. On attendra donc cette visite avec encore plus d'impatience. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais nous avons beaucoup de travail à faire d'ici là en commun. Merci beaucoup. C'est un procès qui aura donc duré 3 jours pour déterminer si oui ou non il y a eu préméditation pour le meurtre de Ali Hamidoune Charifoudine. 3 jours où des souvenirs douloureux ont été évoqués, décortiqués, interprétés. Que s'est-il passé pour que ces jeunes s'en prennent à Charifoudine, le pourchasser, le battre et puis finalement le poignarder mortellement? Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Dernier jour d'un long épisode juridique pour les parents du jeune Ali Hamidoune Charifoudine. Ce matin, 3e et dernier jour du procès en assises à huis clos, des jeunes de Cavani qui avaient fait irruption dans un lycée pour poignarder mortellement le jeune Charifoudine originaire de Koungou. Même si la douleur de la perte d'un enfant reste vive, pour la famille, la fin de ce procès et le travail de la police est une victoire en soi. Oui, le gars a reconnu que c'est lui qui a tué mon neveu. C'était le principe, il a accepté. Même c'était dur d'accepter, mais il a accepté que c'est lui qui l'a tué. Maintenant, bon, la justice a fait son boulot, c'est ce que nous on attendait, la justice a fait son boulot. Bon, on attend la verdict cet après-midi à 13h30, la verdict sera donnée. Du côté des parents, l'important était avant tout d'éclaircir cette affaire et rendre justice à leur fils. Le travail d'enquête des autorités aura permis de retrouver les agresseurs et le procès de les juger pour leurs crimes. Pour l'avocat de la famille, ce procès était plus que nécessaire. C'est un crime gratuit, commis sans le moindre motif légitime. Bon, ce qui est aussi douloureux pour la famille des victimes que je défends,
c'est le fait que les accusés ne font preuve d'aucune compassion. On est dans un déni total, et des explications qui sont là à la hauteur même de leur personnage. Donc c'est ce qui est très très difficile. La famille attendait naïvement à ce que les accusés viennent au moins reconnaître les faits, mais le fait de venir dire comme quoi l'accusé, enfin la victime s'est poignardée lui-même alors que la victime était venue dans cet établissement non pas pour chercher une bagarre quelconque, c'était aussi une autre façon d'enfoncer encore le clou. Parmi cette bande d'agresseurs, seul un de ces jeunes aura finalement avoué les faits. L'adolescent ne semble pourtant pas conscient de la gravité de la chose, un acte de vengeance qui lui coûtera cher. Et puis sachez que le délibéré est enfin tombé, 10 ans de prison pour celui qui est à l'origine du coup de couteau, 4 ans, dont 1 an de sursis pour le second accusé. Nous reviendrons bien évidemment sur ce verdict plus longuement et ce dès lundi. La première journée du séminaire sur le dialogue social a débuté aujourd'hui. L'important c'était de réunir les chefs d'entreprise de plus de 20 salariés ainsi que les délégués syndicaux dans le but de dégager de bonnes pratiques ainsi qu'une dynamique au dialogue social à Mayotte. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Pour cette journée d'échange et de discussion, il s'agissait de répondre aux questions suivantes. Quel regard porter sur le dialogue social à Mayotte? Quelles propositions pour demain? Et enfin, quelles sont les attentes des entrepreneurs mahorais? Ce que je regrette aujourd'hui, c'est le fait de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se sont déplacées, en particulier les patrons qui se sont déplacés pour pouvoir venir écouter ce qu'on est en train de raconter qui pourrait permettre d'apporter l'harmonie dans les entreprises. Parce que si le patron il a compris ce qu'il faudrait et le salarié également, après avoir discuté et s'ils trouvent un terrain d'entente par rapport à un point qui les opposait, je pense qu'il n'y aura jamais de mouvement de grève dans les entreprises. Le séminaire organisé par la DIECT a accueilli plus d'une vingtaine de partenaires. Plus de 2 ans de travail de réflexion ont été nécessaires à la mise en place du séminaire du dialogue social ainsi qu'à la signature de conventions collectives du BTP à Mayotte. Depuis 2012, plusieurs réunions de négociation annuelles obligatoires ont eu lieu au sein de la commission consultative du travail avec l'ARCO et la GIRC. On a profiter donc de cette journée donc de clôture, donc de séminaire donc de dialogue social pour signer officiellement la convention collective secteur ouvrier. Mais la DIECT a été pour nous le facilitateur, puisque dans un duel, je dirais entre guillemets, il faut quand même un arbitre. Sinon on allait se taper dessus. C'était très très difficile au départ sans eux. Et je voulais d'ailleurs remercier également l'animateur que vous avez vu tout à l'heure. Un séminaire qui se déroule sur 2 jours pour accompagner ce dialogue social dans le secteur du BTP et du transport. La DIECT a mis en place des formations en droit syndical et de négociation collective à destination des employeurs ou leurs représentants du droit privé. Un programme chargé qui sera clôturé par un déjeuner d'échange avec accompagnement musical à l'occasion de la fête de la musique. Vous savez, c'est une nouvelle alliance qui vient de se créer, le réseau Diabète Mayotte et les caddies de Mayotte unissent leurs forces pour que les musulmans diabétiques préparent au mieux ce mois de Ramadan qui arrive. Et oui, le Ramadan débutera vers le 28 juin, soit dans une semaine à peu près. Et il faut être prêt pour cela, Pauline Truffaut. Diabète et Ramadan, la santé, c'est l'affaire de tous. À quelques jours du début de ce mois sacré, les caddies s'associent à Redia Bilang 976 pour prévenir les risques pour certains diabétiques à jeûner dans certaines conditions. Accomplir l'un des 5 piliers de l'islam, oui, mais pas au prix de sa vie. Les caddies, qui s'appuient d'ailleurs sur le Coran, pour cette grande campagne de sensibilisation. Neka mwanadamu ataishi duniani vane na maisha ilazima astehi unono na unono mwanadamu uketide harma hula maana Mwenyezi Mungu aramia wala wakulu washrabu wala tusrifu
Vavo ayayo isirambi amba ulaini ilazimu ike hawangu bemta asjadze mimba ya mtuta. Préparer correctement cette période de jeûne est primordial. Des conseils, l'avis d'un médecin, autant de facteurs qui vont permettre à une personne diabétique de ne pas souffrir de troubles liés à sa maladie. Les traitements peuvent en effet être adaptés. Tout simplement d'en parler à leur médecin, de demander au conseil à leur médecin pour une adaptation des heures de prise de traitement. Le tout, c'est d'équilibrer son repas, c'est d'avoir un mélange un peu de fruits, légumes, et féculents et viande, et tout simplement de ne pas aller dans l'excès, c'est plutôt dans la quantité et dans le mode de cuisson. Redia Bilang 976 a donc pour vocation d'organiser la prise en charge des patients diabétiques, tout particulièrement de type 2. Cette collaboration avec l'ECADI permettra donc de toucher un plus grand nombre de malades. À J-8, chacun se prépare à sa manière à ce ramadan. Les plus fragiles doivent en effet prendre 2 fois plus de précautions. Et bien évidemment, vous serez nombreux ce week-end à profiter des plages, le temps, puisque en effet, un mois de privation arrive à grands pas. En attendant, il est 19h21, l'heure pour nous de faire un point sur le reste de l'actualité en bref. La mairie de Mamoudzou, en tout cas son conseil municipal tel qu'il est constitué aujourd'hui, pourrait rencontrer de sérieux problèmes. Au moment des élections, la liste vainqueur associant le Rassemblement, l'Union et le MDM aurait dû déposer auprès du Conseil constitutionnel un seul et même compte de campagne pour le second tour. Cela n'a pas été le cas puisqu'au moins 2 comptes ont été déposés. Lorsque ce type de défaut apparaît, le Conseil constitutionnel déclare l'inéligibilité pour les têtes de liste. Majani Mohamed, Bakar Ali Boto et Dinouraïn Maintim Kolo pourraient donc prochainement sauter et être exclus de la municipalité. Ce que signifie qu'il n'y aurait plus de maire à Mamoudzou, ni de premier adjoint, ni de leader d'opposition. Le conseil de l'éducation devait se tenir lundi 16 juin, mais la réunion de travail n'a pas pu se tenir en raison de l'absence des élus, et notamment des maires. Le quorum n'avait pas été atteint et le conseil avait dû être reporté au 30 juin prochain. La situation agace du côté des syndicats et forces ouvrières à travers la CIMA SNUDI FO monte aujourd'hui au créneau. L'absence d'implication des élus est dénoncée et le syndicat indique se réserver le droit de s'exprimer lors du prochain conseil contre la réforme des rythmes scolaires. Le SNUPP, syndicat leader des enseignants du premier degré, avait pour sa part déjà fait entendre qu'il y aurait grève à la rentrée prochaine si le dispositif était mis en place. Il se pourrait donc que la formation ne soit pas seule à manifester son mécontentement. Les naturalistes de Mayotte dénoncent l'absence de collecte de déchets malgré l'ouverture de l'ISDND de Dzoumogné. Ils relèvent que malgré un arrêté préfectoral interdisant le brûlage des déchets à la veille de l'ouverture, le site de Petite Terre fumait encore en début de semaine. Les naturalistes remarquent au passage l'état de l'accès à la plage de Moya, sur lesquels un tas d'ordures soumet le site à une pollution visuelle, odorante et à la visite des rats. L'association invite les communes et le CIDEVAM à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'ensemble des déchets soient collectés dans toutes les parties de l'île. Le communiqué se termine par ces mots: le développement touristique de Mayotte, tant espéré par les acteurs locaux, ne pourrait exister si notre île continue à dégager une odeur de déchets et non d'ylang. Alors que les Bleus s'apprêtent à affronter la Suisse ce soir, les Anglais, eux, ont dû essuyer une grosse déception avec leur défaite contre l'Uruguay hier. Les Uruguayens sont donc de nouveau en lice pour les 8e de finale. Mais côté anglais, la qualification révèle maintenant du miracle, Pauline Truffaut. Match décisif pour la qualification en 8e de finale, les Uruguayens ont brillé aux grandes dames des Anglais qui doivent croire au miracle pour avoir une chance d'atteindre les 8e. L'Uruguay impose un défi physique rugueux aux Anglais dès le début du match. Les Anglais s'accrochent avec quelques belles occasions, mais c'est avec un contre intelligemment mené à la 39e minute que les Uruguayens se démarquent officiellement. Cavani récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation sur la gauche et délivre un centre millimétré à destination de Suarez qui place une tête croisée. 1-0 à la mi-temps. Ce n'est qu'à la 75e minute que les Anglais arrachent un but à l'Uruguay grâce à une passe de Johnson dans la surface de réparation pour Rooney qui égalise. Mais les espoirs d'une victoire anglaise s'essoufflent à la 85e minute. Long dégagement de Muslera dévié par Cavani et récupéré par Suarez qui frappe du pied droit en plein dans les buts anglais. Score final 2-1. L'ultime chance de voir l'équipe de Rooney en 8e de finale repose sur une victoire de l'Italie sur l'Uruguay et le Costa Rica.
La qualification des Anglais s'annonce donc très compliquée. Les images de TF1 et puis rendez-vous donc à 22h pour ce match France-Suisse. Demain, bonne fête de la musique à tous, bonne fête également à Gonzague et à Lefroy, sans oublier Rodolphe. Et puis le dicton du jour, les récolteront, trop froid s'il fait un vent nord à Saint-Lefroy. Allez, tout de suite en transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 21. Bonne fête de la musique et dimanche 22 juin. Ce week-end, le grand ciel bleu ne résistera pas car nuages et larges éclaircies se partageront le ciel. Le vent soufflera de 10 à 25 km/h et la mer sera partiellement agitée. Du côté température, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Samedi 21 juin, le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 17h42, la marée sera haute à 10h55 et 23h20 et basse à 4h15 et 17h20. Dimanche 22 juin, le soleil se lèvera à 6h19 et se couchera à 17h41. La marée sera haute à 12h10 et basse à 5h30 et 18h45. Merci à tous et surtout passez un bon week-end en musique. Merci Ornella de toutes ces précisions météo. Tout de suite, on va vous parler de ce qu'il y aura ce soir sur KTV. À tout juste 20h, vous retrouverez K16. L'art urbain s'invite dans cette émission. Et pour en parler, eh bien, il recevra ce soir Dams. Et puis sinon, comme d'habitude, 21h40, le temps de parole tout de suite sur KTV. C'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café à Mtapéré. Permis, Yoti, Vélévéléti, Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Valita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Nice, Romeo Sexy et One Liu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €.
Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel, Kwezi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est le faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent, 19h32. Nous sommes en compagnie de la région Océan Indien. Je vais d'abord saluer Cécile Morelli. Bonsoir, vous représentez le lycée de Coconi. Je vais vous laisser le soin de présenter tout ce beau monde à vos côtés. Donc nous accueillons toute cette semaine au lycée agricole de Coconi les membres du REAP, le réseau des établissements d'enseignement agricole professionnel de l'océan Indien Afrique australe. Donc ici on a le coordinateur Didier Ramé qui est également enseignant à Saint-Paul de la Réunion. On a Jean-Jacques qui nous vient du CRFPA, donc centre de formation agricole continue près de Itache. Et puis Sylvie qui vient de l'EASTA Pro de Ambange. Alors, on va expliquer que c'est la première fois, donc on va dire que le lycée de Coconi devient international, il faut le dire, puisque ce sont également des délégations de Maurice, de l'Afrique du Sud, des Comores, pour finalement signer un accord historique à Mayotte. Tout à fait. Donc en fait, c'est un réseau qui est tout jeune, il a 2 ans. Et c'est la 3e fois qu'on se rencontre tous ensemble. Donc cette semaine, de nouveaux membres sont venus et ont pu signer également cet accord qui régit un peu tous les échanges entre nos différents établissements. Alors je vais donc me tourner maintenant vers Sylvie Rafiringa, qui est donc la représentante des lycées agricoles publics de Madagascar. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive à Mayotte, qu'on voit, j'imagine, une autre manière de travailler? Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive et comment on appréhende finalement cette semaine de travail? En fait, le lycée agricole d'Ambange et de Mayotte, on a commencé à travailler depuis 2 ans déjà, mais seulement on a officialisé nos relations dans ce cadre de REAP. Pardon, la question? C'est de savoir justement ce regard malgache qui arrive à Mayotte et qui repart. Quels échanges peut-on espérer? Les échanges, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça a déjà commencé il y a quelques années, mais seulement on imagine d'ouvrir et d'harmoniser notre relation afin que ça puisse se développer et avoir une large vision dans les activités à venir, quoi.
Alors Jean-Jacques Ramasson, bonsoir. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui ressort de cette semaine de travail finalement? En fait, c'est une semaine très très riche et qui fortifie encore la relation des établissements dans l'océan Indien, même si c'est très très jeune, parce que cette semaine-là, nous avons pu établir le plan d'action quinquennal qui définisse les actions à mener et surtout les actions prioritaires entre les différents établissements. C'est-à-dire qu'il y aura des échanges entre ces différents pays membres du réseau REAP et échanges bilatéraux, mais pas dans une unilatérale. L'objectif, c'est que les jeunes agriculteurs, futurs agriculteurs au niveau de l'océan Indien, ils consentent pour qu'ils constatent que c'est eux l'avenir de la production agricole au niveau de l'océan Indien et que le pays de l'océan Indien deviendront le grenier de production agricole, mais ne dépendent pas seulement de tout ce qui est production venant de l'extérieur. Alors je vais me tourner maintenant vers Didier Ramé. Est-ce que ça veut dire que dans un an, voire deux, on trouvera des productions agricoles qui viennent de l'Afrique du Sud implantées à Mayotte et vice-versa? Ça va être vraiment cet échange-là de bons procédés entre tous ces territoires, ou alors ça va être beaucoup plus, on va dire, formateur entre des jeunes, des échanges dans la région, sans plus? Alors l'idée, effectivement, c'est plutôt de travailler sur le domaine de la formation professionnelle agricole, donc échanger les expertises, les pratiques, les savoirs et les savoir-faire, et différentes compétences qu'on peut trouver dans nos différents établissements. Donc l'idée, c'est de faire effectivement bouger nos jeunes, que ce soit des jeunes malgaches, des jeunes de Mayotte, de la Réunion, de Maurice, et bénéficier des différents établissements pour des périodes de stage ou des périodes de formation. C'est également partager les expertises entre les directeurs de ces centres de formation, car il y a beaucoup d'expertises à partager. Donc il y a des programmes de formation qui ont été prévus au cours de ce plan quinquennal, et également donc pouvoir favoriser les échanges avec la zone anglophone de notre réseau, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, donc permettre à des jeunes de l'océan Indien francophones également de pouvoir aller dans les établissements anglophones et donc avancer dans l'apprentissage de la langue anglaise. Alors Sylvie Morelli, c'est vrai que le lycée de Coconi a on va dire une très belle réputation de par la qualité de son enseignement, de par son établissement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une nouvelle envergure justement pour ce lycée de Coconi? Tout à fait, c'est une ouverture vraiment sur la zone. Et c'est vrai que pour nos jeunes, c'est très important de pouvoir découvrir un peu ce qui se fait chez nos voisins, aussi bien des voisins proches comme Madagascar et les Comores, puisqu'il y a souvent des relations même familiales, et puis s'ouvrir aussi à l'Afrique du Sud, ça c'est nouveau pour nous, et je pense que tout le territoire de Mayotte, on l'a vu ce matin, notamment avec une rencontre du Conseil Général, qui était très enthousiaste voilà, vers cette ouverture vers des zones anglophones, et puis plus tard peut-être le Mozambique et la Tanzanie, on espère. Est-ce que ça veut dire que finalement la coopération régionale va passer par le lycée agricole de Coconi? En tout cas, nous, on a des projets à proposer et on souhaite qu'ils soient soutenus et qu'ils puissent se développer, qu'on puisse également créer un réseau sur Mayotte de coopération entre tous les acteurs qui souhaitent s'engager dans cette voie. Jean-Jacques Ramasson, comment ils sont ces jeunes mahorais, on va dire ces jeunes qui étudient justement dans cet établissement? Qu'en avez-vous pensé? Moi, personnellement, j'ai vu que je suis très touché par le dynamisme des jeunes. Parce que d'après les statistiques qu'on a eues, il y a 300 élèves qui suivent la formation agricole dans le lycée Coconi. Et pour nous, à Madagascar, par rapport à Madagascar, c'est déjà une grande chose parce que vu la disposition géographique que vous possédez, c'est pas, comment on dit ça, les élèves sont très motivés et tout ça. Et c'est là, pour Madagascar, montrer que Madagascar a une autre grande potentialité, mais pas beaucoup des élèves qui apprennent le métier agricole. Donc pour nous, c'est un grand avantage de pouvoir affronter, de partager avec les étudiants à Mayotte ces expériences-là. Quel sera le prochain rendez-vous finalement de ce réseau? Alors donc le prochain rendez-vous il est fixé en 2015 à l'île Maurice. On sera reçu par la faculté d'agriculture de Réduit, donc qui dépend de l'université de Maurice.
Donc voilà, on rappelle donc que cette signature a eu lieu mercredi soir, une grande première pour Mayotte et puis pour la région, puisque finalement nos projets vont se développer grâce au lycée agricole, tout simplement. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on se quitte sur cet entretien. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonne fête de la musique à vous, surtout soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi pour un nouveau journal Kwaheri.